je vais vous parler d'une étape essentielle, fondamentale dans la prise en charge de cette cardiaque, qui est l'étape du diagnostic et de la classification. En effet, la présence d'une sténose laryngée ou trachéale sera responsable de plusieurs phénomènes, dont le plus important, c'est la diminution du débit aérien. Et donc, c'est par conséquent une dyspnée, qui est le symptôme le plus fréquent et d'ailleurs le plus dangereux qui peut mettre en jeu le pronostic vital du patient. Elle sera aussi responsable parfois d'un trouble de mobilité laryngée et donc d'une dysphonie, et dans certaines situations qui sont plus rares, de troubles de déglutition ou d'autres symptômes qui sont encore plus rares. Donc on va passer à l'étape du diagnostic positif, et le diagnostic positif commence toujours par l'étape clinique. Et cette étude clinique repose d'abord sur des signes fonctionnels qu'il faut essayer de chercher pour avoir une présomption de cette sténose trachéale. Et là, la dyspnée est le premier signe, le premier symptôme à chercher. Elle est d'ailleurs présente dans 3 cas à 100% des cas. Soit que cette dyspnée survienne chez un patient sans antécédent, et là, parfois, on ne pense même pas à la sténose, mais le plus souvent, elle survient chez un patient dans un contexte particulier, dans un contexte évocateur, notamment des patients qui ont séjourné en réanimation, qui ont été ventilés mécaniquement, et donc c'est la situation la plus fréquente. Et après une ventilation mécanique, la dyspnée peut survenir soit immédiatement après l'extubation ou la décanulation d'un malade intubé ou trachéotomisé, ou bien qu'elle peut survenir après un intervalle libre qui est très variable, de quelques jours à plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. La dyspnée aussi, elle a une valeur d'orientation vers la topographie de la lésion. Et là, plus on monte vers le larynx, plus la composante est inspiratoire, plus on descend dans la trachée et vers les bronches souches, plus la dyspnée a un caractère expiratoire. Au niveau de la trachée, c'est une dyspnée en 2 temps. La dyspnée est aussi de gravité variable, et on parle de 4 stades de dyspnée. Le premier, c'est une dyspnée qui survient à l'effort. Deuxième stade, c'est une dyspnée qui est légère au repos, qui est majorée à l'effort et au décubitus, et qui est améliorée par la position sous l'ISS. Le stade 3, c'est une dyspnée qui est permanente au repos, et au dernier stade, c'est une dyspnée avec des signes de lutte, des signes d'hypercapnie et avec un cordage. Le deuxième symptôme, c'est une dysphonie. Elle est moins rare, elle est plutôt plus rare que la dyspnée, elle survient dans 10 à 15% des cas. Et cette dysphonie peut être due soit à une atteinte mécanique entravant la mobilité de la corde vocale, et ceci soit par une atteinte par un granulome ou une synéchie, ou bien par une atteinte du mécanisme de mobilité de la corde vocale, et donc une atteinte musculaire ou cartilagineuse. Parfois, il s'agit simplement d'une réduction de la filière aérienne. Ceci veut dire que la dysphonie est classique en cas d'atteinte laryngée, mais elle est le plus souvent absente en cas d'atteinte trachéale pure. Cependant, il faut la chercher systématiquement. La dyspnée et la dysphonie sont généralement accompagnées de signes respiratoires, de bruits respiratoires qui ont une valeur d'orientation, et là, le stridor et le coronal sont des signes survenant pendant le temps inspiratoire. Le stridor oriente vers une atteinte haute, vestibulaire, et le coronal vers une atteinte basse, le plus souvent souffleuse. Les troubles de la déglutition peuvent être vus, mais ils sont plus rares. Ils accompagnent surtout les atteintes susglottiques, et ils sont dus le plus souvent à des postures. L'étape de l'interrogatoire est une étape fondamentale face à un malade qui se présente avec une sténose laryngotrachéale. Cependant, cette étape trouve parfois des difficultés, soit chez l'enfant, devant un patient qui est déjà dyspnéique et donc on n'a pas le temps de faire cet interrogatoire, ou bien chez un patient déjà trachéotomisé. Mais aussi la situation des patients amnésiques du fait d'un coma après un traumatisme crânien. Donc, dans ce cas, l'interrogatoire va être adressé aux parents pour préciser les antécédents de ce patient, la date de l'accident et sa nature,
la durée exacte d'intubation qui est parfois difficile à préciser, mais surtout un élément capital, c'est la séquence thérapeutique en réanimation. Donc la durée d'intubation, le délai de trachéotomie et la durée de décannulation. Et puis, on va passer à l'étape de l'examen physique qui est aussi une étape fondamentale. Il faut d'abord apprécier l'état respiratoire de notre malade. Il ne faut pas s'amuser à aller interroger les parents d'un patient qui est déjà en état de dyspnée aiguë sans soulager ce patient. Donc il faut chercher la dyspnée, la cyanose, le tirage, bien sûr, qui sont des signes d'hypercapnie, le type de la dyspnée qui a une valeur d'orientation, comme on l'a dit, et la présence de bruit respiratoire. De même, il faut préciser l'état hydrodynamique du patient. Et puis, on va passer à l'inspection du cou pour chercher une éventuelle cicatrice de trachéotomie dont il faut préciser le siège, l'aspect, est-ce qu'il est fibreux, inflammatoire ou kéloïde, l'orifice même de trachéotomie, est-ce qu'il est épidermisé, fibreux, ancien, granuleux, sointant ou hémorragique. Et puis, on va essayer d'examiner notre patient après des cannulations. Cet examen doit être attentif parce que le malade peut avoir, comme l'a dit le professeur Chafoudi, un ébranle sus-ostial qui peut obstruer l'orifice et donc le malade peut avoir une dyspnée à la décannulation. La palpation du cou est aussi importante pour apprécier l'état du squelette laryngé, la mobilité de la cicatrice de trachéotomie par rapport au plan superficiel et profond, et il faut préciser le siège de la trachéotomie par rapport au larynx. Une étape aussi importante, c'est la laryngoscopie indirecte. Actuellement, c'est l'utilisation du fibroscope qui remplace le miroir classique et on peut utiliser aussi les optiques. Là, c'est une fibroscopie qui est réalisée soit en utilisant une colonne avec un écran ou bien en regardant directement via le fibroscope. Et cette étude au nasofibroscope permet une évaluation morphologique de l'étage susglottique à la recherche d'une désinsertion du quai de l'épiglotte, d'un arrachement de bande ventriculaire ou d'une luxation arythénoïdienne. Elle va aussi apprécier l'état de l'étage glottique, l'aspect des cordes vocales, la présence de granulome, de silichine, de fibrose interarythénoïdienne, de même que l'étage sous-glottique, est-ce qu'il y a une sténose sous-glottique visible, et l'aspect des premiers anneaux trachéiques. Elle permet, à part cet examen ou cette étude morphologique, une étude dynamique qui est fondamentale pour la classification de la sténose, mais aussi pour l'adoption de la technique thérapeutique, du choix thérapeutique. Donc, on oppose ici la fixation cordale simple avec des arythénoïdes qui sont mobiles à une fixation arythénoïdienne qui donne automatiquement une immobilité de la corde vocale. Donc, en conclusion, ce bilan clinique, il est certes fondamental, mais il ne permet pas une étude précise des lésions. D'où la nécessité du bilan paraclinique et le premier examen paraclinique attendu, c'est l'endoscopie laryngotrachéale, laquelle est réalisée sous anesthésie générale. C'est en fait l'examen clé pour le diagnostic, en précisant le siège, l'aspect et l'évolutivité de la lésion de la sténose, mais aussi parfois dans un but thérapeutique en permettant les calibrages et des mesures thérapeutiques. Pour ceci, on va faire une laryngoscopie directe en suspension. On peut se servir d'optiques à différents degrés, 0, 30 et 90 degrés. On peut réaliser, ou on doit réaliser plutôt, une palpation instrumentale pour apprécier l'état et les caractéristiques de la sténose. Et il faut avoir la disponibilité de grands endoscopes ventilateurs desquels on va avoir besoin. Notons ici l'étroite collaboration entre l'endoscopiste et l'anesthésiste, parce que c'est un geste qui est parfois difficile. Cette endoscopie sous anesthésie générale va permettre de préciser la limite inférieure de la sténose, le siège de la sténose par rapport à la glotte et à la carène, de même que l'étendue de la sténose, et ces caractéristiques seront mises sur un schéma d'attaque. L'endoscopie permet aussi de préciser le caractère inflammatoire ou fibreux de la sténose. Elle permet d'étudier la région arythénoïdienne et la sous-glotte postérieure. Elle permet parfois d'étudier la mobilité arythénoïdienne qui a été déjà précisée par l'étude au nasofibroscope. Elle permet d'évaluer l'état de la trachée et des bronches sous-jacents, de même qu'il faut étudier la consistance des parois trachéales et de l'armature cartilagineuse, et on va aussi évaluer l'état de l'orifice de trachéotomie.
Cette endoscopie sous anesthésie générale va aussi préciser le degré d'obstruction. Et elle va permettre d'avoir une classification, c'est la classification de Cotton, qui va donner les différents degrés de sténose, allant du grade 1 quand la sténose ne dépasse pas 50% de la lumière, jusqu'au grade 4 quand il n'y a aucune lumière détectable. Donc le grade 2 c'est entre 51 et 70%, grade 3 c'est 71 à 99%. Le troisième bilan à demander, c'est le bilan radiologique qui sera détaillé tout à l'heure dans un chapitre à part. Et le quatrième bilan à demander, c'est l'exploration fonctionnelle respiratoire. Ça fait partie du bilan préopératoire du malade et elle permet d'objectiver, de quantifier l'obstacle, d'évaluer la fonction pulmonaire et elle permet d'établir la courbe débit-volume pour observer une diminution des débits de pointe en présence d'une sténose. Mais elle permet aussi, après avoir traité un malade, d'évaluer le résultat de cette chirurgie. Là, nous avons la courbe normale dans l'état de base. Quand il y a un plateau inspiratoire, c'est une sténose laryngée ou de la trachée cervicale. Et quand il y a un plateau inspiratoire et expiratoire, c'est une sténose au niveau de la trachée cervicale avec une atteinte en aval. Quelles sont maintenant les étiologies d'une sténose laryngotrachéale? Et là, les étiologies sont multiples, allant des causes congénitales, et là, ce sont surtout, à titre indicatif, les palmures et les sténoses sous-glottiques. Et il y a les causes ou les étiologies acquises, allant de l'intubation, qui est la cause la plus fréquente de nos jours, au traumatisme externe du larynx, qu'il soit ouvert ou fermé. Et ces traumatismes externes donnent une composante généralement susglottique. N'oublions pas les brûlures laryngotrachéales par décaustique, surtout par inhalation. Il y a aussi les séquelles d'affection laryngée, telles que les maladies granulomateuses, la sarcoïdose et le Wegener, les maladies infectieuses, la rougeole, la tuberculose, la syphilis et la lèpre, les séquelles de traitement des paralysies laryngées, des sténoses après traitement de lésions glottiques, telles que les polypes, les nodules, et les séquelles de chirurgie partielle du larynx ou de radiothérapie en matière de carcinologie. Là, j'ai essayé de faire sortir quelques pathologies qui sont classées pour certains comme cause de sténose, mais qui, dans la prise en charge, est à part. Et là, ce sont toutes les autres pathologies qui peuvent donner un obstacle réduisant la lumière. Là, quelques malformations telles que l'angiome sous-glottique, le doublage aortique, c'est lors de l'endoscopie. Et les corps étrangers aussi, parfois il faut penser à ces corps étrangers chez l'enfant. Chez l'adulte, c'est surtout la pathologie tumorale. Notre bilan clinique, notre endoscopie sous anesthésie générale, l'imagerie, permet une classification des sténoses laryngotrachéales. Et la prise en charge thérapeutique va bien entendu dépendre de cette classification. Et donc, on va distinguer 4 types de sténoses. Il y a les sténoses simples, les sténoses étagées, les sténoses totales et enfin les sténoses complexes. On commence d'abord par les sténoses simples qui peuvent toucher un seul territoire. Et là, ce sont les sténoses aryténoïdiennes qui se voient entre 3 et 8% environ. Elles réalisent une ankylose crico-aryténoïdienne et le stade ultime de ces sténoses, c'est l'immobilité de l'aryténoïde. Les sténoses cricoïdiennes se voient dans environ 5%, représentent environ 5% des sténoses laryngotrachéales. Elles sont visibles en laryngoscopie indirecte ou à la fibroscopie et elles vont donner, bien entendu, des aryténoïdes mobiles parce que la lésion est sous-jacente. Les sténoses trachéales sont encore plus basses et ce sont les plus fréquentes. Elles représentent entre 40 et 70% des lésions des sténoses laryngotrachéales. Ce sont surtout des séquelles de réanimation après l'intubation et la mobilité laryngée est généralement conservée. Aussi, il y a les sténoses glottiques parce que ici, une lésion a touché le bord libre des cordes vocales et sera responsable d'une synéchie qui est plus ou moins étendue. Et là, les aryténoïdes sont mobiles. Il ne faut pas les confondre avec les sténoses aryténoïdiennes. Il y a les sténoses vestibulaires qui sont là, dues le plus souvent à des traumatismes externes ou à des brûlures. Il y a le deuxième type de sténose, les sténoses étagées,
qui peuvent être crico-arythénoïdiennes, et là, c'est une lésion arythénoïdienne qui s'étend le plus souvent vers le cricoïde. Ça représente environ 10% des sténoses laryngotrachéales. Les arythénoïdes sont ici immobiles. Les sténoses étagées, il y a aussi des sténoses cricotrachéales, c'est-à-dire qu'elles touchent 2 étages de plus. Et là, c'est la sténose cricotrachéale, c'est une sténose qui commence au niveau du cricoïde et qui s'étend vers la trachée. Les arythénoïdes sont mobiles et elles représentent environ 20% des sténoses laryngotrachéales. Les sténoses crico-arythénotrachéales, la lésion commence en haut pour aller en bas vers le cricoïde et la trachée, ou bien qu'il y ait 2 lésions indépendantes, à la fois crico-arythénoïdienne et trachéale. Il y a les sténoses arythénotrachéales, une lésion au niveau de la trachée et une autre lointaine au niveau de l'arythénoïde. Et c'est pourquoi il faut impérativement chercher la mobilité arythénoïdienne lors du bilan endoscopique, qu'il soit au fibroscope ou sous anesthésie générale. Les sténoses totales, ce sont des sténoses qui ne laissent aucune lumière. Il y a donc une disparition de toute la structure cartilagineuse à ce niveau et de toute filière aérienne. Les sténoses complexes sont heureusement plus rares. Elles échappent à toute systématisation. Elles peuvent intéresser tous les plans laryngés ou trachéales et elles sont généralement associées à des lésions cutanées, nerveuses, pharyngées ou œsophagées. Et généralement, elles sont classées en fonction de leur étiologie, les traumatismes externes, les vertures plastiques, les séquelles de la laryngectomie partielle ou les récidives de sténose traitées. En conclusion, le bilan clinique est fondamental pour la prise en charge. La fibroscopie permet un examen à la fois morphologique et dynamique du larynx et de la trachée. L'endoscopie sous anesthésie générale est certes l'examen clé du diagnostic et elle permet la classification de Cotton. Et bien entendu, si on voit sur ce schéma, quand il y a un problème au niveau de ce tunnel, la stratégie de réparation commence d'abord par localiser avec précision la lésion, et je vous remercie.